Depuis 2 ans, ce médecin est entré en guerre contre une substance chimique qui envahit notre quotidien. Le docteur Pierre Souvé est président de Santé Environnement de France, un réseau de 2500 médecins français. Ces médecins militants alertent les citoyens sur les substances qui nous empoisonnent. L'une d'entre elles les inquiète de plus en plus, c'est l'aluminium. L'aluminium, il n'y en a pas dans l'organisme. C'est quelque chose qu'on apporte et qui est toxique, qui est très toxique, plus de 200 perturbations biologiques de l'aluminium. Et c'est incroyable, on en trouve quasiment partout. Donc alerter les populations sur la toxicité de l'aluminium, ça me paraît important. C'est un produit inutile. Et là où on peut l'empêcher, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Pour nous faire découvrir à quel point l'aluminium envahit tous les domaines de notre vie quotidienne, le docteur Souvé nous emmène dans ce pavillon de Saint-Victoret, dans les Bouches-du-Rhône. C'est ici que vivent Audrey, Jérôme et leur petit Raphaël. Ce jeune couple est soucieux de vivre sainement. Ça va ? Pour apprendre à déceler la présence d'aluminium, ils ont accepté de se soumettre à l'expertise du docteur Souvé. Allez-y, rentrez. Merci Audrey. On est meilleur à l'intérieur. Bon, là on est dans la cuisine, on va commencer par la cuisine. Hein? Bon, Jérôme, vous êtes au courant un petit peu de ce qui se passe avec l'aluminium? Vous savez qu'on peut en trouver là. Qu'est-ce que je vois là? Une tarte avec un papier alu. Alors normalement, là, ça ne risque rien. Par contre, quand on met le papier au contact d'aliments acides, les fameuses papillotes qui contiennent du citron, à ce moment-là, les aliments acides, la forte chaleur, peuvent faire transvaser du produit qui contient l'aluminium vers l'aliment. Bon, Audrey, je peux regarder dans votre placard? Bien sûr. Allez. Alors, du pain de mie. Donc, tous les produits industriels, pain, viennoiserie, souvent contiennent donc de l'aluminium qui sert de levant, permet au pain de mieux lever. Tiens, du pain industriel. Pareil. Vous avez des biscuits un petit peu? Oui, tiens. Un joli 4/4. Très très bien, ben, dites-moi, hein. Voilà. Ah, il y en a vraiment, c'est caché partout. Hein. Donc en fait, plus on achète industriel et moins... De toute façon. Donc en fait, dans votre armoire, il y a beaucoup de choses qui contiennent de l'aluminium. D'accord, et on ne savait pas. Et on ne le sait pas forcément, en effet. Voilà, je vous laisse ranger. Après, merci. Je n'arriverai pas à ranger correctement. Voilà, parce que c'est pas fini. D'accord. Le cauchemar continue. Non, Direction la salle de bain, où l'aluminium se cache aussi dans les produits les plus courants. Bon, Audrey, c'est votre petit monde, là, sort. Alors ça. C'est ça. Hein, c'est votre petit Notre monde. petite on salle de bain. va regarder où est-ce qu'il peut y avoir de l'aluminium. Ah ben tiens, dans les dentifrices, il y a certains dentifrices qui en contiennent. Ah. Un élément intéressant. Ça, qu'est-ce que c'est? Coloration pour les cheveux. Bien sûr, dans les après-shampoings et dans les teintures capillaires, certains peuvent aussi contenir de l'aluminium. Donc là, on se retrouve avec des problèmes d'absorption cutanée très importants. Dans la trousse, permettez? Oui. Alors, ah, ça c'est le... Comment on appelle ça? Fard à paupières. Le fard à paupières. Là aussi, il peut y avoir de l'aluminium. Le vernis à ongles, il peut, là aussi, y avoir de l'aluminium. Alors les crèmes, certaines aussi en contiennent. Hein, puisque c'est en fait un anti-agglomérant, donc ça permet d'éviter que... Ça permet une certaine fluidité de la crème. Ah, d'accord. Donc dans certaines crèmes, notamment après soleil. Et d'ailleurs là, oui. Qu'est-ce que je Nous repère? Du lait... Tiens, voilà. Alors, soins solaires pour enfants. C'est pour Raphaël. Pour enfants. Et qu'est-ce que je lis? Après, Aqua, vous savez qu'Aqua CO, c'est toujours en premier. Alumina. Donc, il y a de l'aluminium pour votre crème pour enfants. Dire qu'on en a mis tout l'été à notre petit Raphaël. Eh oui, donc je crois qu'il faut bien regarder les étiquettes, ça peut... Depuis quelques années, des scientifiques s'inquiètent. L'aluminium est neurotoxique. Il multiplierait par 2 les risques d'Alzheimer. Et nous en consommons de trop grandes quantités à notre insu. D'où vient cet aluminium qui envahit notre vie quotidienne? Direction Gardanne, près d'Aix-en-Provence. Rio Tinto Alcan est le leader mondial de l'aluminium, un métal qui provient de la bauxite, ce minerai rouge importé d'Afrique.
C'est un minerai naturel, hein, c'est exactement ce qui est extrait d'une mine en Guinée et c'est quelque chose qui n'est absolument pas dangereux. Il y a une composition variable selon les filons, selon les origines, mais c'est à la base un minerai très riche en oxyde d'aluminium. Après transformation, cette bauxite change de couleur pour donner de l'alumine, cette poudre blanche dont les industriels ne savent plus se passer. L'hydrate d'alumine, son utilisation principale va être dans le domaine de la chimie. Donc on est vraiment une matière première qu'on appelle primaire, puisqu'elle va ensuite être transformée par d'autres industriels. Cette matière première, cette poudre blanche, entre dans la composition de nos aliments, des cosmétiques ou encore de nos médicaments et vaccins. Par petites doses, nous en buvons et mangeons. On nous en injecte, on s'en applique et on s'en badigeonne. Et peu à peu, elle nous intoxique. À Saint-Victoret, Audrey et Jérôme vont découvrir avec inquiétude que cette intoxication commence dès les premiers jours de notre vie. Et voilà, c'est prêt. Depuis l'âge de 2 mois, Raphaël est nourri au lait infantile. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'aluminium dans le lait? Ah bon? Eh oui. Bon, vous allez me chercher la boîte, on regarde s'il y en a. Ce bébé d'1 an et demi en a bu jusqu'à 1 litre par jour. Mais sa maman ne le savait pas, car ce n'est jamais marqué sur les boîtes. Parce qu'il y a de l'aluminium, mais très probablement, mais on ne sait pas combien. Il y a une étude qui a été menée par le professeur Exley en Grande-Bretagne, qui a étudié 15 marques de lait. Et dans ces 15 laits maternisés, même les laits bio qu'il a étudiés, il y avait de l'aluminium dans une certaine proportion. Non négligeable, ça n'a rien à faire dans un lait maternisé. Les quantités d'aluminium que les bébés absorbent sont-elles dangereuses pour leur santé? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Angleterre. C'est dans cette université de Cornwall que Chris Exley étudie la toxicité de l'aluminium. En 20 ans de recherche, il en a trouvé des quantités importantes dans nos produits de consommation courante. Ok, on va mesurer un de ces produits. Voyez, l'emballage est en aluminium. La boîte est en aluminium. Sa dernière découverte, c'est le lait infantile, un aliment soi-disant très contrôlé par les autorités sanitaires. Pendant 1 an, il a analysé les 8 poudres de lait les plus vendues en Grande-Bretagne. Pour mesurer l'aluminium, Chris Exley a utilisé cette machine ultra précise. Nous sommes en capacité de mesurer l'aluminium à des taux vraiment très bas. À sa grande surprise, Chris Exley a trouvé des taux très élevés d'aluminium dans les poudres de lait, de 0,4 à 0,63 mg d'aluminium par litre, entre 2 et 3 fois plus que la limite dans l'eau du robinet. 0,63 mg par litre, 0,5 et les autres sont aux alentours de 0,4. Rappelez-vous, le taux autorisé dans l'eau du robinet, c'est 0,2 mg par litre. Pour moi, l'aluminium dans les préparations infantiles est un scandale. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. La seule raison pour laquelle nous avons ce taux d'aluminium, c'est le coût. Ça coûterait trop cher de l'enlever du processus. Pour Chris Exley, ingurgiter de telles quantités d'aluminium dès les premiers mois de notre vie représente un réel danger. Chez les enfants jusqu'à 6 mois, la barrière encéphalopathique n'est pas formée. Ils sont plus enclins à accumuler de l'aluminium dans leur cerveau. Ils sont très vulnérables, plus qu'à n'importe quel âge. On sait, d'après nos études, qu'on accumule tous de l'aluminium dans notre cerveau avec le temps. Donc, c'est un problème. Si vous chargez en aluminium le cerveau d'un bébé dans les premiers mois de sa vie, l'aluminium peut alors entraîner des dommages pour le reste de votre vie. Les marques anglaises analysées par Chris Exley appartiennent à des groupes internationaux comme Danone, Nestlé ou HIP. Des fabricants leaders aussi sur le marché français que nous avons cherché à interviewer. Nestlé n'a pas souhaité nous répondre en nous renvoyant vers le syndicat des fabricants. Ça, c'est des sujets génériques, donc là-dessus, je vous invite plutôt à appeler le syndicat
quand c'est des questions qui relèvent de la filière, de la branche, on peut pas nous traiter tous les sujets pour la filière, pour la branche et pour, enfin vous voyez, il y a un... Ouais, mais enfin, si on vous dit il y a du poison dans des préparations qu'on sert à des bébés, vous allez me dire c'est une question générique, il faut appeler les syndicats? Non, mais là, qu'est-ce qui vous permet de dire il y a du poison dans les... Enfin, ou alors... on entre dans la composition d'une préparation que vous commercialisez. Donc, vous comprenez bien que c'est pas du tout une question générique qui on appelle à une réponse de syndicat. Nestlé n'a rien voulu entendre. Quant à Danone, impossible de savoir combien son blé dilé contient d'aluminium. Oui, bonjour. Blédina s'engage à dire que sur les blés dilés Gallia, les taux d'aluminium qui sont trouvés sont à très faible dose. À quelle dose alors? Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre? Je ne pense pas qu'on puisse vous donner de chiffres, sinon je vous l'aurais déjà donné. Et pourquoi on ne peut pas avoir ce genre de données? Ce sont des données qui ne sont pas communiquées. Ce sont les seules explications que nous ont données les industriels du lait. Pourtant, il existe une recommandation européenne sur les quantités d'aluminium qu'il vaut mieux ne pas dépasser. Il y a 3 ans, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire a tiré la sonnette d'alarme. Elle conseille de ne pas absorber plus d'1 milligramme d'aluminium par semaine et par kilo de poids corporel. Pour un consommateur de 70 kg par exemple, c'est au maximum 70 mg hebdomadaires. Mais comment faire pour ne pas dépasser cette dose? Dans les Landes, à Mont-de-Marsan, une femme traque depuis plus de 20 ans la moindre trace d'aluminium dans l'alimentation. Eliane est la représentante locale de Que Choisir, la fameuse association de défense des consommateurs. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une dizaine de personnes pour leur montrer comment l'aluminium se cache derrière les étiquettes. Petit échantillonnage de consommateurs de 7 à 70 ans. Voilà, c'est très sympa, hein. On va rentrer. Là, puis on va aller... Ce professeur à la retraite va dispenser un véritable cours à ses habitués des supermarchés. On va essayer de rechercher des additifs qui contiennent de l'aluminium. Vous savez ce qu'on appelle additif. Hein, ils servent d'agent levant, d'agent de blanchiment. Je vois des pains de mie qui sont très blancs là. Oui. Et le sulfate d'aluminium est très utilisé comme agent de transformation d'autres additifs. Et en particulier de cette fameuse grande famille des amidons modifiés que vous trouvez partout. L'aluminium a de multiples fonctions. Agent levant pour les pains et viennoiseries. Conservateur dans les charcuteries et les plats préparés. Anti-agglomérant pour le sel. Ou encore colorant pour les confiseries. Il existe une dizaine d'additifs à l'aluminium, symbolisés par la lettre E. Regardez s'il vous plaît si vous arrivez à trouver du E541. Dans les choses très moelleuses, quelquefois. On va aller voir dans les... Le E541, un additif à l'aluminium très utilisé en boulangerie, mais impossible à trouver sur les étiquettes. Dans ceux-là, là, qui sont bien blancs, je ne sais pas. Ah oui, il y a quelque chose d'intéressant pour voir. Pain de mie sans croûte, farine de blé, 62%, eau, sucre, huile de colza, levure. Donc il y en a dans la levure. Vous voyez, c'est pas marqué, c'est marqué levure, mais la levure, voilà, il y a... il faut savoir. Arômes, ces fameux arômes maintenant vous avez partout, c'est pareil, hein, ils sont traités, ils sont extraits chimiquement, donc il peut rester des résidus de produits chimiques. Gluten de blé, pareil, c'est un additif. Il faut pouvoir lire à travers ces petits ingrédients les additifs qu'il peut y avoir derrière. L'aluminium vit caché derrière les ingrédients. Et les ingrédients vivent souvent cachés dans les emballages. Démonstration au rayon plat préparé. Alors là, regardez ça. Hein. Super, vous l'avez en réserve, ça se conserve plusieurs jours. Du pain et du jambon. Qui trouve la composition de ce produit-là? Voilà. Eh ben, qui arrive à le lire, même avec ses lunettes? La conseil de préparation. Est-ce que vous arrivez? Non, sans... Attends, il faut 3 jours pour faire les courses, si on vous regardez là. On est 4 ans, on a mis toutes les pains du monde à trouver. Ça ne devrait pas être permis, ça. Dans nos aliments, l'aluminium est incontournable, mais il est impossible d'additionner les doses que nous absorbons. Nous avons acheté les produits les plus chargés en aluminium qu'Eliane nous a signalés. Ces denrées de consommation courante,
Nous allons les présenter à Bruxelles, à la Commission européenne, qui nous conseille depuis 3 ans de ne pas dépasser la dose hebdomadaire d'aluminium. Bonjour madame. Éric Poudelet est le directeur de la sécurité de la chaîne alimentaire. C'est lui qui est chargé de protéger les consommateurs européens contre les risques de surdose en aluminium. Moi, je vous ai amené les aliments qui, a priori, contiennent le plus d'aluminium. Dans tout ça, comment déceler la présence et la quantité d'aluminium? J'en sais rien. Est-ce que les industriels ne devraient pas être contraints à dire voilà, il y a tant d'aluminium dans notre produit Oui, mais il faudrait... Pourquoi choisir l'aluminium? Il faudrait choisir toutes les substances chimiques qui existent. Il y a des centaines de produits chimiques et on ne peut pas tous les lister. C'est impossible, c'est impossible. Ce sont les autorités nationales qui contrôlent ça. Donc si les autorités nationales laissent ces produits sur le marché, c'est qu'elles considèrent qu'ils sont sains. Les autorités contrôleraient donc les doses d'aluminium dans nos aliments. Les arrivées possibles. Mais alors pourquoi certains laits exposent-ils les bébés à des taux inquiétants, comme le démontre l'étude du chercheur anglais Chris Exley? C'est récent votre étude là? Oui, 2010. Oui, donc il va falloir qu'on envoie... Tenez, je l'ai là. Oui. Apparemment, le directeur de la sécurité alimentaire n'a pas entendu parler de cette étude sur le lait pour bébé. Une publication dans une revue internationale. Et ce chercheur, Chris Exley, donc, s'inquiète, il s'inquiète, lui, pour lui, c'est préoccupant. Oui. Non, si c'est préoccupant, enfin, bon, il va falloir qu'on vérifie avec l'EFSA si elle a connaissance de cet article. Bon, si on n'a pas connaissance, on va lui envoyer. Bon, et si c'est inquiétant, on va prendre les mesures, ça, c'est pas un problème. En tout cas, aujourd'hui, les industriels ne sont pas tenus de limiter la quantité d'aluminium présente dans les préparations de lait infantile. Pour des risques plus avérés, plus graves, comme l'arsenic et des choses comme ça, là il y a des normes. Mais pas pour l'aluminium. Pas pour l'aluminium. L'Europe nous conseille d'éviter la surdose. Mais les fabricants n'ont pas de limite, pas de normes. Leurs aliments peuvent contenir autant d'aluminium qu'ils le souhaitent. Pour les adultes, comme pour les enfants, impossible d'éviter les risques. À moins de se tourner vers une alternative un peu coûteuse, l'alimentation bio. Michel Reynaud est cofondateur d'Ecocer, le principal organisme qui contrôle les produits biologiques. Dans cette filière, les additifs à l'aluminium sont proscrits. On en trouve nulle part, c'est interdit, c'est-à-dire que dans la liste des additifs autorisés, l'aluminium est interdit. Et pour la bonne et simple raison que les principes de l'agriculture biologique sont pour garder le caractère le plus naturel possible, le moins transformé pour les produits. À quoi ressemble une nourriture sans aluminium? Première comparaison entre une brioche bio et cette brioche industrielle. Dans la brioche conventionnelle, on a des colorants. La deuxième chose, c'est qu'on va retrouver des antioxydants et aussi l'utilisation d'arômes et de protéines de lait qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans la brioche bio. On a ici des arômes, mais qui sont des arômes naturels et qui, plus est, proviennent de l'agriculture biologique. Sans antioxydants, les gâteaux bio se conservent moins longtemps. Et sans colorant, le pain de mie n'a plus la même blancheur que ce pain industriel. On voit déjà les différences de couleurs. Les additifs là aussi peuvent être utilisés, notamment dans le cas du conventionnel pour un blanchiment. Donc d'avoir un pain blanc, et on voit très bien la différence entre les deux. Donc de blanchir à outrance, on voit pas l'intérêt, à part de conditionner le consommateur et de lui dire qu'un pain de mie, ça doit être blanc. Grâce aux produits bio, les consommateurs peuvent éviter l'aluminium dans leur nourriture. Mais ils ne peuvent échapper à des doses inoculées tout au long de leur vie, à l'occasion de vaccinations, parfois obligatoires. À Saint-Victoret, les parents du petit Raphaël vont bientôt le faire vacciner contre la méningite. Le carnet de santé est où? Alors, regarde. On va regarder notre carnet. Raphaël a 16 mois, c'est l'âge où les enfants ont reçu toute leur première vaccination. Ok. Ce qui me frappe, moi, c'est que quasiment tous les vaccins ont des adjuvants à l'aluminium. Donc Audrey, on va faire le calcul de tout l'aluminium qui a été injecté le plus souvent donc, en intramusculaire profonde, qui donc va
rentrer encore plus profondément l'aluminium depuis la naissance de votre fils. Donc là j'ai la liste bien sûr, j'ai ma petite calculette. Donc le premier, le plus classique, diphtérie, coqueluche, polio, hépatite, hémophilus, 820, parce que c'est mentionné hein, sur les boîtes, 820 microgrammes. Le rappel à 4 Sur les 10 vaccins administrés à Raphaël, un seul ne contient pas d'aluminium, cet adjuvant miracle qui permet au laboratoire de mettre moins de principes actifs. Ensuite, nous passons à celui de la rougeole. Lui n'en contient pas. Donc on arrive donc à 16 mois à une injection donc en intramusculaire profonde de 4 mg neuf, donc presque 5 mg d'aluminium qui est introduit dans l'organisme de votre fils. Et il en faudrait 0. Il en faudrait 0, ça n'apporte rien à l'organisme, sinon que des ennuis. Ces ennuis sont parfois dramatiques. Chez certaines personnes, les vaccins déclenchent une maladie grave, la myofasciite à macrophages. Ces malades viennent de toute la France pour consulter à l'hôpital de Créteil, en région parisienne. Yann Chevalier a contracté la myofasciite à macrophages il y a 8 ans. Depuis, elle empoisonne son existence. Elle s'est déclarée 1 an après sa vaccination pour des raisons professionnelles contre l'hépatite B. J'ai été vacciné un 19 mai. Le 19 mai l'année d'après, je ne pouvais plus me lever. J'avais trop mal partout. J'étais parti le lundi matin, ça m'arrivait le week-end. Et le lundi matin, j'étais parti pour aller travailler. J'ai dû faire demi-tour parce que je ne pouvais plus conduire. Je n'arrivais plus à tourner mon volant. Ça devenait dangereux. J'ai fait demi-tour et je suis rentré pour dire à mon épouse, je ne peux plus conduire, j'arrive pas. Reconnu invalide, Yann, 40 ans, est aujourd'hui dans l'incapacité de travailler. 2 fois par an, il vient consulter à Créteil, toujours accompagné de sa femme, car se déplacer seul lui est devenu impossible. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Allons-y. Jérôme Autier est le spécialiste français de la myofasciite à macrophages. Il a diagnostiqué la maladie de Yann il y a 6 ans, alors qu'aucun médecin ne comprenait ce qui lui arrivait. Alors, comment ça va? Précisément. Précisément? Oui. Une douleur, toujours. Oui. La fatigue. La fatigue est toujours là. Sur les douleurs, elles sont de quel type? Dites-nous un peu comment c'est. Dans les muscles, les douleurs qui arrivent et qui font presque comme une crampe. Vous oubliez les choses? Presque tous les jours. Presque tous les jours. De quelle nature? Des choses bénignes. Comme ça m'est arrivé d'oublier d'aller chercher mon fils à l'école. Là, c'est un peu grave, mais... Et vous est arrivé d'avoir des difficultés, par exemple, pour vous orienter en voiture M'orienter, pas forcément. Ça m'arrive de partir en voiture et puis savoir où je vais. D'accord. Tous vos patients souffrent des mêmes problèmes? Peu ou prou, oui. C'est une atteinte qui est finalement assez stéréotypée, avec des troubles qui sont ceux qui ont été racontés devant vous et qui sont chroniques, qui sont permanents, persistants et qui finissent par impacter de manière très très importante la vie quotidienne. C'est très handicapant au quotidien? Oui, très handicapant. Et pour le conjoint, très difficile à accepter. Et quand vous avez appris que c'était lié au vaccin, comment vous avez réagi? Mon épouse très mal. Pour moi, après, voilà, quoi, je suis obligé de vivre avec. Hein. Vous, ça vous révolte? Difficile d'accepter cette maladie impossible à soigner et dont les chances de rémission sont infimes. À ce jour, seule une poignée de patients a fini par en guérir de manière inexpliquée. Au département de pathologie de l'hôpital de Créteil, le professeur Autier étudie la myofasciite à macrophages depuis plus de 10 ans.
1000 cas auraient été diagnostiqués en France, dont un tiers à Créteil. Celle-là, c'est plus spectaculaire. Alors c'est quoi tout ça, professeur Autier? Alors, tout ça, ce sont des biopsies musculaires de patients qui ont une myofasciite à macrophage. Pour diagnostiquer la maladie, chaque prélèvement de cellules de muscles des patients est analysé au microscope. Quand on le regarde au microscope, on voit des anomalies. Et c'est cette lésion-là qui correspond à la lésion de myofasciite à macrophage. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plus près. Donc ce que vous voyez ici, suivez ma petite flèche jaune. Ici, vous avez des cellules musculaires. Donc ça, elles ont un aspect peu ou prou normal. Elles sont un peu petites, mais c'est à cause de l'inflammation qui est à côté. Ce qu'on va voir, c'est ces macrophages-là. Et ils ont un contenu qui est granuleux, et ces granules, ils contiennent l'hydroxyde d'aluminium. Et l'hydroxyde d'aluminium, c'est ce qui est apporté par les vaccins dans le muscle. D'accord? Donc c'est très exactement ces cellules-là qui témoignent de la persistance dans le muscle de l'hydroxyde d'aluminium après injection d'un vaccin. Cette lésion-là, elle existe chez tout le monde dans les semaines ou les mois qui suivent une vaccination. Et après, en tout cas c'est les expériences chez l'animal qui le montrent, elle disparaît. Donc nous, on va la trouver des années après la vaccination chez des personnes qui ont des symptômes. Des symptômes qui sont des douleurs musculo-articulaires, qui sont une fatigue chronique, comme on dit, c'est-à-dire tout le temps, et qui ont des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles intellectuels. Le premier cas de myofasciite à macrophage a été identifié en 1993. 5 ans plus tard, les chercheurs ont découvert que les vaccins en sont responsables. Sur l'ensemble des malades, si vous voulez, il y en avait 86%, la majorité, qui avaient reçu un vaccin anti-hépatite B, 50% qui avaient reçu un vaccin anti-tétanique, et puis 20% environ qui avaient reçu un vaccin anti-hépatite A. Ce qui est important, c'est que tous les patients, sans exception, avaient reçu un vaccin qui contient de l'hydroxyde d'aluminium. Parce que certains patients, par exemple, n'avaient reçu que le vaccin anti-tétanique. Donc ce n'est pas une pathologie d'un vaccin comme du vaccin de l'hépatite B, c'est une pathologie de l'adjuvant, de l'hydroxyde d'aluminium. Comment l'aluminium contenu dans les vaccins peut-il entraîner chez certains sujets des troubles neurologiques? Pour le savoir, il faut se rendre dans un autre laboratoire de l'hôpital de Créteil. Depuis 5 ans, le professeur Romain Guérardi injecte des doses de vaccin à des souris endormies. L'aluminium contenu dans le vaccin est enrobé de particules fluorescentes de couleur rose. Ce procédé permet de suivre le cheminement de l'aluminium à travers le corps de l'animal. La grande surprise de cette série d'expériences, c'est de voir qu'une proportion très faible, bien entendu, des particules finissent par pénétrer dans le cerveau, et une fois que la particule a pénétré dans le cerveau, elle n'en ressort pas. L'accumulation depuis la naissance de vaccins réitérés aboutit très probablement à une élévation de la concentration d'aluminium dans le cerveau avec un seuil critique et à un moment, chez certains individus, surtout s'il y a des facteurs de susceptibilité, va déclencher un problème neurotoxique. Cette neurotoxicité, le professeur Guérardi l'a découverte en disséquant le cerveau des souris 6 mois après l'injection d'un vaccin. On prend le cerveau et on s'aperçoit qu'il y a quand même un nombre de particules identifiées à très fort grossissement assez considérable. On a mis un petit numéro en face de chaque particule. Voilà les particules fluorescentes. Et de temps en temps, dans ce cerveau, on les retrouve dans les cellules nerveuses, les neurones, comme vous le voyez ici. Donc on a, sur des images comme ça, très envie d'accepter l'idée que l'hydroxyde d'aluminium qui arrive à pénétrer dans le cerveau va y induire des phénomènes inflammatoires qui normalement ne se produiraient pas. Le professeur Guérardi arrive au terme de ses études. En juillet dernier, il a soumis ses recherches à une revue scientifique internationale et attend d'être publié. Un peu partout dans le monde, d'autres chercheurs s'alarment de la toxicité de l'aluminium vaccinal et les publications inquiétantes se multiplient. Les injections d'hydroxyde d'aluminium conduisent à des déficiences motrices et à une neurodégénération, écrit le Canadien Christopher Shaw en 2009. Il y a un an, l'Israélien Yehuda Schoenfeld décrit un syndrome inflammatoire des adjuvants.
En attendant, la majorité des vaccins contient toujours de l'aluminium, comme va nous le montrer Romain Gherardi. Donc on va voir ta cache à vaccin. Eh bien écoute, volontiers, allez, passe de Créteil. Nous sommes dans la pharmacie centrale de l'hôpital de Créteil. Les vaccins, bien sûr. Donc ici on a tétanos polio, contient de l'aluminium. Hépatite B, contient de l'aluminium. Hépatite A, contient de l'aluminium. Deuxième hépatite B contient de l'aluminium. Ça, c'est un multivalent qui contient de l'aluminium. Celui-là n'en contient pas, celui-là n'en contient pas, celui-là n'en contient pas. Donc, on a plus de 50% des vaccins que tu stockes qui contiennent de l'hydroxyde d'aluminium, qui est un adjuvant qui est utilisé depuis très longtemps dans un très grand nombre de vaccins. Le plus raisonnable, ça serait de substituer à cet adjuvant très biopersistant, non biodégradable, un adjuvant qui aurait de meilleurs effets et qui serait biodégradable et dont on serait certain qu'il n'induirait pas de complications à long terme. Les vaccins à l'aluminium ne sont pas les seuls produits grand public dont les chercheurs ont découvert qu'ils provoquent parfois des maladies graves. Retour au supermarché de Mont-de-Marsan avec Eliane de l'association Que Choisir. Alors là, vous allez vous réjouir, vous allez en trouver. Au rayon cosmétique, le groupe de consommateurs d'Eliane va prendre une vraie leçon de prévention. Le rayon des produits de maquillage, vous regardez attentivement, vous trouvez dans 1 sur 2. Mais avec la loupe, là. Alors là, c'est illisible. Hein. Il y en a dans le vernis, les rouges à l'ombre, le fard à paupières, le fond de teint. Alors selon les marques, pas partout, pas dans tous les produits, mais dans beaucoup de produits. Ici, l'aluminium est un produit miracle. Il facilite la pénétration des crèmes, durcit le vernis des ongles ou blanchit les dents. Et dans les déodorants, il permet de bloquer la transpiration. Les antitranspirants peuvent contenir jusqu'à 20% de sel d'aluminium. Il y a de plus en plus de marques de déodorants qui laissent le choix aux consommateurs, parce qu'ils savent, qui laissent le choix entre une formulation avec alu, ce qu'on vient de voir, et une formulation sans alu. J'ai trouvé 3 marques nouvelles. Au début, il n'y avait que Shaya. Maintenant, j'en ai trouvé 3 marques. Regardez, sans aluminium. Ces produits sans sel d'aluminium masquent l'odeur, mais ne bloquent plus la transpiration. Et leur slogan est un argument de vente. Mais attention aux arnaques marketing. Ouh là là, le piège. Le piège. Elles sont tombées en plein dans le piège. Voilà, sans chlorhydrate d'aluminium, la nouvelle pub. Et je lis à la pierre d'Alun. Vous savez ce que c'est que la pierre d'Alun? Oui, c'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. Oui, mais c'est naturel. Mais c'est pas. Les anamides phalloïdes sont des produits, c'est des naturels, hein, c'est toxique. Qui dit oui, naturel, oui, méfiez-vous de l'argument naturel. C'est limite moi, c'est mensonge. Pour moi, c'est mensonge. Donc, vous voyez la nécessité que les consommateurs soient hyper vigilants. C'est ça. L'aluminium des antitranspirants serait beaucoup plus dangereux que celui que nous mangeons. C'est ce qu'a découvert une équipe de chercheurs à Poitiers. Dans cet hôpital universitaire, le docteur Guillard et le professeur Pinault travaillent depuis 8 ans sur le passage de l'aluminium à travers la peau. Donc là, nous pouvons rentrer. Nous arrivons dans une salle pressurisée où l'air est filtré. Donc là, vous n'avez aucune contamination de l'air ambiant, aucune contamination. Donc vous avez un air exempt d'aluminium. C'est dans ce laboratoire qu'ils ont fait leur première découverte inquiétante en analysant ces échantillons de sang et d'urine de malades. Et c'est ici qu'en 2004, vous avez découvert un cas exceptionnel. Un cas exceptionnel où tout a basculé sur le passage transcutané de l'aluminium. Tout a basculé en 2004. Tout a été remis en question. Cette année-là, une patiente lui décrit des symptômes de fatigue et de douleurs intenses. Mais aucun médecin n'arrive à comprendre. À ce moment-là, nous avons dosé ici, dans cette salle blanche, l'aluminium. Et lorsqu'on m'a dit le taux, Annie Marot est venue me voir, la technicienne, et m'a dit, regarde, elle a 105 microgrammes litre. Ce sont des taux énormes par rapport aux témoins, par exemple,
c'est 2 ou 3 microgrammes litre. Donc, on s'est un petit peu affolé quand même. Pendant 1 an, l'équipe d'Olivier Guillard mène l'enquête. Elle finit par trouver la cause de cette intoxication à l'aluminium chez leur patiente. Donc ici, de janvier 1999 à janvier 2003, ça veut dire que pendant 4 ans, elle s'est mis cette crème d'antitranspirant à base d'aluminium. Et croyez-moi, d'après ce qu'elle me disait, elle en mettait matin et soir sur une peau rasée. À ce moment-là, voyant le taux d'aluminium dans le sang, je lui ai dit d'arrêter, ici on va bien antiperspirant stop, d'arrêter les antiperspirants, et à ce moment-là, le taux, c'est très significatif, est revenu seulement au bout de 8 mois, le taux normal d'aluminium. Pour les 2 scientifiques, c'est une révélation. L'aluminium contenu dans les antitranspirants passerait la barrière de la peau et intoxiquerait ses utilisateurs. Pendant 1 an, ils vont tester une dizaine d'antitranspirants sur des échantillons de peau humaine déposés à la surface de cette petite fiole. On va déposer à la surface de la peau le produit que l'on veut tester. L'aluminium contenu dans l'antitranspirant passe à travers la peau et se déverse dans ce liquide jaune. Selon la peau des personnes, ce liquide va contenir plus ou moins d'aluminium. L'aluminium contenu dans les antitranspirants appliqué sur peau saine est retenu en très faible quantité au niveau de la couche cornée. Par contre, sur peau lésée, ce qui est fréquent sur la personne qui va se raser régulièrement, la quantité qui pénètre est multipliée par 6, ce qui devient important et peut entraîner des pathologies telles que le cas clinique que nous avons observé sur Poitiers. Les chercheurs de Poitiers ne sont pas les seuls à s'inquiéter des effets toxiques des antitranspirants. En Angleterre, Philippe Adarbre mène depuis 2003 des recherches sur les cosmétiques et le cancer du sein. Ses conclusions sont terribles. Nous suggérons que les cosmétiques peuvent être une cause de cancer du sein à cause des substances chimiques qu'ils contiennent et qui sont appliquées directement dans la zone adjacente au sein. Le cancer du sein survient fréquemment dans le cadran supérieur externe du sein, cette zone où sont appliqués les cosmétiques. Après la publication de ces recherches, les industriels des cosmétiques ont réagi et ont créé de nouveaux produits pour donner le choix aux consommateurs. C'est vrai que depuis ce cas clinique, où tout a été déclenché, tout a basculé, les industriels ont commencé à avoir peur, ont douté, et c'est vrai que certains ne mettent plus de sel d'aluminium. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où il y a toujours des traces d'aluminium. Ça vous choque, vous, ça? Ce qui n'est pas utile ou qui peut créer des problèmes, il faut le retirer. Donc dans le cas présent, l'aluminium, il est souhaitable, largement, qu'il soit remplacé par des éléments moins nocifs ou pas nocifs du tout. Aujourd'hui, 3/4 des antitranspirants contiennent toujours des sels d'aluminium. Nous avons voulu comprendre pourquoi, mais les leaders du secteur, comme Unilever, L'Oréal ou Sanex, n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Désormais, les consommateurs peuvent éviter l'aluminium dans leur déodorant, mais ils n'ont toujours pas accès à des vaccins sans danger. Ces vaccins existaient pourtant, les laboratoires Pasteur les avaient inventés. Mais curieusement, ils ont été supprimés. 1952, c'est l'année de la première vaccination contre la poliomyélite, une maladie qui fait des ravages dans la population française. À la fin des années 50, pour la polio, comme pour la diphtérie ou le tétanos, les médecins ont le choix entre les vaccins à l'aluminium et les vaccins IPAD. Dans les IPAD, l'aluminium est remplacé par le phosphate de calcium, un composant inoffensif pour le corps humain. C'est un ancien scientifique de Pasteur, le professeur Edgar Eliveld, qui a inventé ce vaccin au phosphate de calcium. C'est un constituant naturel du corps humain. Donc tout le monde l'a dans les os, sous une forme ou autre. Donc c'est pas toxique, c'est bien supporté et c'est donc de qualité supérieure que, pour moi, de l'aluminium.
À partir des années 70, l'Institut Pasteur décide de produire à grande échelle les vaccins IPAD sans aluminium. Mais en 1984, un événement va bouleverser l'organisation de Pasteur. Le célèbre institut fusionne avec un géant de la fabrication de vaccins, l'Institut Mérieux. Pasteur, Mérieux, désormais même combat. Les deux instituts de recherche ont décidé d'unir leurs efforts. Ils ont signé hier un accord de collaboration. Pasteur-Mérieux devient, après le groupe américain Merck, le deuxième producteur mondial de vaccins. La nouvelle direction stoppe la production des vaccins inoffensifs au phosphate de calcium pour produire uniquement des vaccins à l'aluminium. Pour les chercheurs de Pasteur, cette décision est scandaleuse. D'autant que certaines études démontrent déjà que l'aluminium stimule la production d'IgE, autrement dit favorise les réactions allergiques. Dans un courrier, le professeur Léry, le patron de notre témoin, alerte le ministère de la Santé de l'époque. Cette lettre, le professeur Relliveld l'a précieusement conservée. Ce retrait du marché particulièrement dommageable, et ceci à plusieurs égards. Les publications portant sur les effets toxiques de l'aluminium sont de plus en plus nombreuses, poursuit le professeur Léry. Cet élément pousse à préférer des produits avec un autre sel minéral, comme le calcium. Le ministère de la Santé ne donnera jamais suite à ce cri d'alarme des chercheurs. Je suis convaincu, comme le dit le professeur Léry, que c'est une erreur considérable d'avoir retiré du marché les vaccins sur phosphate de calcium. Vous étiez en colère ? Moi, j'étais dépassé, je ne pouvais rien faire. C'est pas moi qui décide, c'est la direction de Pasteur qui décide. La colère des chercheurs de Pasteur n'a rien changé et l'immense majorité des vaccins contient toujours de l'aluminium. Cela ne pose apparemment pas de problème de conscience à ceux qui ont opté pour cette formule tout risque. Marc Girard était directeur scientifique de Pasteur Vaccins au moment de la polémique. Il reconnaît que la décision d'arrêter les vaccins au phosphate de calcium est un choix avant tout industriel. Avec l'arrivée de Mérieux, si vous voulez, les choses sont devenues beaucoup plus professionnelles. C'était des professionnels, c'était des industriels. C'est là où, dans un souci de rationalisation, l'Institut Mérieux a dit, écoutez, on laisse tomber le phosphate de calcium, tout le monde fait de l'hydroxyde d'aluminium. Pourquoi un souci de rationalisation? Parce que dans une industrie, c'est toujours plus compliqué d'avoir différents produits qu'il faut mélanger, pas mélanger, éviter de mélanger, etc. C'est plus simple d'avoir une ligne unique. Et comme la ligne unique était celle de tous les autres fabricants de vaccins à l'époque, donc c'était un peu normal de se tourner vers l'hydroxyde d'aluminium. Cette vision industrielle, Marc Girard continue de la défendre, même lorsque nous lui parlons des malades de la myofasciite à macrophages. Soyons clairs, par rapport aux milliers de millions de doses de vaccins qui sont utilisées dans le monde, ça représente un nombre infime. C'est 3 patients à Créteil ou je ne sais pas quoi. 1000 patients en France? 1000 patients en France. Mais non, c'est pas qu'on les sacrifie. Je suis en train d'essayer de vous montrer que le tout n'est pas de se concentrer sur le pauvre clochard qui est malheureux, mais qu'il y a aussi le reste de la communauté. Ce pauvre clochard, ce sont des centaines de malades sacrifiés par l'industrie pharmaceutique. Marc Girard va finir par reconnaître cet excès de cynisme. C'est vrai, votre réaction est tout à fait bien. Il faudrait faire quelque chose pour ça, et c'est un problème sur lequel on ne se penche pas, c'est vrai, je le reconnais, tout à fait. Il faudrait se pencher dessus. Aujourd'hui, qui se préoccupe vraiment des 1000 malades français de la myofasciite à macrophages? Il existe une autorité chargée de veiller sur notre sécurité sanitaire, l'AFSAPS, l'agence française qui contrôle la sécurité de nos médicaments. Nous avons souhaité connaître sa position sur ce drame. Pour Jean-Hugues Trouvin, le conseiller scientifique du président, la myofasciite à macrophages ne concernerait que 500 malades. Encore une quantité négligeable. Nous avons moins de 500 cas qui nous ont été, en tout cas, notifiés et qui sont répertoriés. Alors admettons 500 cas, est-ce que c'est pas suffisant pour vous alerter? Les 500 cas, encore une fois, sont aujourd'hui analysés
nous alerte, ça c'est tout à fait évident, puisque nous continuons à travailler, nous cherchons à mettre en évidence une relation possible entre le vaccin et la pathologie qui nous est déclarée. Nous avons, depuis 20 ans, 30 ans que ces vaccins existent, un excellent, ce que l'on appelle, profil de sécurité au regard de ces vaccins. Pour l'instant, l'Agence de sécurité sanitaire ne souhaite pas remettre en cause les vaccins à l'aluminium. En attendant, des familles souffrent et vivent dans l'angoisse. Yann et Sabrina Chevalier ont une grande peur, que leurs enfants attrapent la myofasciite à macrophages comme leur père. Je ne peux pas faire vacciner ma fille, elle a un rappel, je ne peux pas la faire vacciner. Parce qu'il n'y a pas de vaccin sans adjuvant. Enfin, notamment l'hydroxyde d'aluminium, donc c'est assez compliqué. Le professeur vous a dit que ça pouvait être génétique. Donc le fait de ne pas éliminer l'hydroxyde d'aluminium, le fait que ça se fixe sur les muscles, et voilà. Donc ça, oui. Apparemment, ça serait génétique. Donc, du fait, on ne les vaccine pas. Océane a 13 ans. Elle doit recevoir le rappel du DTP, un vaccin obligatoire pour vivre en collectivité. L'an passé, en 4e, elle a été convoquée à l'école parce que son carnet de vaccination n'était pas à jour. Je suis allée là-bas et on m'a dit qu'on m'a donné un papier comme quoi il fallait que je fasse tous mes vaccins, tous mes rappels, etc. Et ma mère, elle a écrit un mot comme quoi je pouvais pas parce que suite à la maladie de mon père, je pouvais pas parce que c'était peut-être génétique. Et non, il fallait faire le rappel. Donc, du coup, j'ai eu peur de ne plus pouvoir aller à l'école. Océane est dans l'impasse. Avec le vaccin, elle peut contracter la myofasciite à macrophages. Sans vaccin, elle risque d'attraper la diphtérie, le tétanos ou la polio. Il y a 3 ans, il existait encore une solution. Un DTP sans aluminium. Fabriqué par Sanofi Pasteur, il a été retiré du marché. Pourquoi le laboratoire a-t-il supprimé ce vaccin sans danger pour Océane et les hypersensibles à l'aluminium? Pour le savoir, direction Lyon, chez l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique. De manière incompréhensible, le directeur scientifique va affirmer que son laboratoire n'a jamais fabriqué des vaccins sans aluminium. Les vaccins classiques, ceux qu'on donne aux nourrissons, vous avez dû avoir enfants, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, etc. Depuis la nuit des temps, j'exagère un peu, mais depuis très longtemps, c'est grâce à l'aluminium qu'on a des vaccins efficaces. Je n'ai pas connaissance de vaccins DT polio, par exemple, sans aluminium dedans. Mais il y en avait un jusqu'en 2008, chez Sanofi. Il y a un vaccin qui était avec de l'aluminium qui a été retiré en 2008, mais il contenait de l'aluminium aussi. Ah non, je vous assure. Ah ben je suis désolé, je peux pas. Le DTP Sanofi Pasteur MSD, il est avec aluminium aussi. Quelques jours plus tard, nous avons reçu ce mail. Le directeur scientifique de Sanofi s'est trompé. Après vérification, je vous confirme que le vaccin DT polio ne contient pas d'aluminium. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour l'erreur commise. Sanofi a bien fabriqué un DTP sans aluminium, mais nous ne saurons pas pourquoi il a été supprimé. Pour les personnes qui risquent de contracter la myofasciite, il existe une solution provisoire. Faire une prise de sang, dans l'espoir d'être encore immunisé. C'est le cas d'Océane. Pour son rappel de DTP, elle a obtenu un sursis. On est obligé de faire un contrôle d'immunité pour savoir. Si le contrôle est bon, on n'a pas besoin de la vacciner pendant... Océane, elle aurait dû être revaccinée quand en 5e. En 5e, donc l'année dernière. Dans 2 ans, si jamais elle n'était plus immunisée, qu'est-ce qui se passerait? Quelle serait votre décision? De ne pas faire un rappel. De toute façon, dans les 2 cas, c'est pareil. J'aurais quelque chose. Je trouve ça honteux de faire au moins un vaccin sans aluminium, quoi. C'est n'importe quoi, quoi.
ça va pas les tuer de faire ça, quoi. Dans 2 ans, si Océane n'est plus immunisée, elle sera condamnée à vivre dans un monde aseptisé pour ne pas attraper le tétanos, la diphtérie ou la polio. À moins que les autorités sanitaires ne se décident à lui offrir un vaccin inoffensif et peut-être un jour à bannir l'aluminium de notre pain quotidien. L'aluminium vit un véritable âge d'or. Le scandale, c'est que cet âge d'or s'est construit sans aucune forme de législation. En d'autres termes, même si nous connaissons la toxicité de l'aluminium, il n'existe aucune réglementation quant à son utilisation. Et c'est ça le scandale. Si on accumule toujours plus de sources, toujours plus de vaccins, toujours plus d'aluminium environnemental, eh bien, une situation où il n'y avait pas de problème quand l'exposition était faible va devenir un vrai problème dramatique de santé publique quand l'exposition va être très large. Je crois que sur les métaux, on a des histoires qui se répètent. Et donc, ce qui est arrivé pour le plomb, ce qui est arrivé pour le mercure, ce qui est arrivé pour l'amiante, arrivera pour l'aluminium aussi.